Alors, je suis historienne de l'art, commissaire indépendante. Je me considère montréalaise. Pourquoi pas, hein? Alors, moi, je voudrais reprendre quelques réflexions de Elena. Je pense que je suis vraiment touchée par cette dimension du silence que tu parles. Et je pense que tu lances là une clé très importante. Moi, je vais vous parler en tant qu'historienne de l'art, mais je vous parle aussi de ma vision personnelle aussi en tant que citoyenne globale et arrivée ici et comment je vis, comment j'ai mon vécu face à cette dimension de la diversité, quoique le terme serait contesté dans l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est que justement dans ce contexte de débat, de médiation de la diversité, c'est intéressant comment dans le 375e anniversaire de la ville de Montréal, la diversité c'est aussi un drapeau, non? Il est au cœur des célébrations. Aujourd'hui, on le célèbre et puis il faut le célébrer, mais aussi il faut savoir ou questionner comment on célèbre cet anniversaire et cette diversité. Et c'est intéressant parce que justement dans le cadre des célébrations, on a dévoilé, ou ça s'est dévoilé, comment, je dirais comme l'état de santé de la diversité à Montréal. C'était très intéressant de voir par exemple cette pub qui est sortie il y a 6 mois. C'était justement dans le contexte de Montréal en lumière et c'était une pub qui allait annoncer justement les célébrations du 350e. Moi j'étais très intéressante et étonnée justement du débat que cette pub a formulé qui était très contestée parce qu'elle ne montrait pas la diversité de Montréal. Elle a été tachée d'une publicité blanche qui ne donnait pas une vision de la réalité montréalaise. Notamment c'était le journal La Presse, Marc Cassivi, justement a lancé un tweet en disant « Faut-il rappeler que sur les quelques 2 millions d'habitants que compte Montréal, près du tiers appartient à une minorité visible, que plus du tiers est né à l'étranger et plus de la moitié est issue d'une minorité récente, d'une immigration récente. Selon Statistique Canada, 56% des Montréalais sont nés à l'étranger ou ont un parent né à l'étranger. » Donc nous avons tous vu cette annonce et nous avons tous été choqués par ça. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'au lieu de se questionner comment cela a pu passer et essayer de trouver des coupables, parce que c'est un peu ce qui est arrivé dans la suite des événements, c'était bon, pourquoi, c'est qui a fait passer cette question, à qui est la faute? Moi, je voudrais prendre et j'utilise cet exemple pour plutôt dire, il faut se questionner pourquoi un tel incident a pu bien arriver dans une société qui se manifeste ouverte à la diversité. Qu'est-ce que cela nous dévoile sur l'interculturalisme de la société dans laquelle nous vivons? Comment ce genre de situation interpelle le milieu artistique, nous, artistes, commissaires, médiateurs et publics intéressés aussi? Et surtout, comment se positionner face à ça? Que faire face à ce genre de situation? Alors, le débat de la diversité est un débat actuel très important. Je pense que c'est un débat qui fait partie aussi de nos vies quotidiennes. Moi, je veux remercier énormément Elena parce que c'est un débat qu'on a, pas seulement dans les médias, mais que nous, on a dans notre pratique en tant qu'artistes. Je pense que les artistes sont trop engagés sur ça, mais aussi nous, en tant qu'immigrants, c'est quelque chose qui revient dans notre vie personnelle et professionnelle tout le temps. Donc, je voudrais profiter de ce riche débat, justement ici, pour parler de ce qu'on appelle les politiques de représentation transculturelle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-à-dire comment l'on représente l'autre, la différence, la diversité, et comment on peut par ailleurs la mettre en pratique. Et pour moi, c'est ça qui est important. Comment la mettre en pratique? Comment faire une stratégie pour la mettre en pratique et sortir des rhétoriques, sortir des grands discours et commencer à la pratique? Comment on pratique cette diversité-là? Alors le multiculturalisme, on écoute justement dans les médias, dans les débats politiques, on écoute multiculturalisme, interculturalisme, pluralisme culturel, minorité visible, accommodement raisonnable, intégration. Ce sont tous des termes et des concepts
qui circulent dans la rhétorique officielle et des médias, et qui parlent de l'incorporation de la périphérie culturelle, comment assimiler l'autre, comment créer une société équitable et juste depuis la différence, comment vivre dans le consensus multiculturel. Dans un monde où la migration est un enjeu politique global, il devient pertinent de prendre position, d'adopter des modèles théoriques, de mettre en place des politiques publiques transculturelles. Et au Canada, justement, c'est ce qui est arrivé avec Justin Trudeau. Le gouvernement libéral s'insère dans ce contexte où il faut se placer face à ce débat-là. On ne peut pas, si on se sent une société moderne, il faut prendre parti de ce débat-là, en termes politiques. Et on le voit dans l'actualité, au Canada, c'est ce qui arrive, et c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Je pense qu'elle est adorable et magnifique, hein, dans le sens que ça dévoile justement cette idée des rhétoriques politiques de la diversité culturelle. Mais ce qui est intéressant pour nous ici et pour moi, c'est que l'art contemporain n'est pas à l'extérieur de ce débat, justement, comme on parle avec Elena. Et justement, il se positionne aussi face à ce débat géopolitique. La diversité culturelle a gagné en visibilité et en représentabilité esthétique avec la globalisation du marché de l'art contemporain. Les artistes de la périphérie culturelle rentrent au centre de la scène internationale. Et je mets cette image de Teresa Margolles Mundos parce que justement, c'est intéressant de voir comment ces discours périphériques, les discours périphériques qui étaient émergents, Teresa Margolles, elle vient vraiment d'une pratique très contestataire, émergente dans les années 80 en Mexique, très marginalisée, en fait, très marginale, parce qu'en fait, elle a été exposée très tard. Donc, c'est justement cette absorption des discours, des périphéries, qui est absorbée par les grands centres d'artistes, par les musées, par les grandes institutions, par le marché de l'art en général. Toutefois, plusieurs auteurs de la théorie postcoloniale, justement, ils se questionnent si cela correspond à une sorte de démocratisation de la culture, une véritable démocratisation de la culture, si c'est une initiative d'ouverture et de dialogue avec l'Occident, et si nous sommes face à un véritable processus de décolonisation. Est-ce que vraiment on est là-dedans? Alors, Joaquín Barrientos, ce qui est intéressant, c'est qu'il se questionne si l'inclusion des autres doit-elle se voir comme une victoire du projet postcolonial, comme l'expression culturelle la plus efficace de la décolonisation, ou comme une nouvelle forme de domination culturelle. Selon lui, nous assistons à un phénomène de légitimation esthétique des multiculturalismes à cause de l'habilité d'un marché de l'art contemporain à la recherche de nouveautés et qui absorbe et s'approprie facilement les narratifs périphériques. Ce qui est intéressant de ce qu'il dit, c'est que nous assistons autant à une régulation du marché des identités qu'à une série de stratégies transnationales d'industrialisation de la différence en tant que partie intégrante de l'économie culturelle. Joaquín Barrientos n'est pas le seul théoricien à parler de ça. En fait, il y en a plusieurs derrière et qui donnent différentes terminologies à ce phénomène. Par exemple, Hal Foster, elle appelait ça l'ethnicisation, Jean Baudrillard, la domestication, Michael Pickering, la stéréotypation, Arjuna Padurai, la disjonction, Homi Bhabha, la synchronisation de l'altérité. Alors, ce sont tous des formes de néocolonisation, de subjectivité culturelle qui se forment dans le contexte de la globalisation. Alors, pour moi, mon point ici, c'est comment sortir de ces genres de méga rhétoriques transnationales. Quoi faire face à ça, en tant qu'artiste, en tant que commissaire, en tant que public? Comment sortir de cette impasse rhétorique? Pour être simple, comment créer un monde où sont possibles d'autres mondes, selon la question lancée par le groupe révolutionnaire zapatiste lors de son éclatement en Mexique en 1994. Et justement, un groupe qui est éclaté dans la recherche de l'inclusion des autochtones au Mexique, mais pas seulement, qui revendique en fait les différentes voix marginales ne pas écoutées, ne pas entendues
dans la société. Donc les zapatistes, si bien ont commencé avec cette idée très locale de l'inclusion des indigènes, ils se sont globalisés dans ce discours de la marginalisation des voix. Non? Joaquín Barrientos, il va dire que pour repenser les frontières esthétiques du postcolonial, il faut d'abord repenser les frontières coloniales actuelles de l'Occident afin de faire un compromis politique avec la périphérie. Nous devons faire une prise de conscience sur le rôle de la globalisation, de la différence et comment nous voulons y participer. Comment nous voulons nous positionner. Pour moi, la diversité, la différence, alors, c'est ça qui est important, c'est un art qui se pratique comme une connaissance empirique qui va s'acquérir par l'expérience du sensible, par le contact et l'échange transculturel, par l'expérimentation collective avec ses preuves et avec ses erreurs aussi. Non? Pratiquer la diversité, pour moi, c'est recréer des liens interculturels, sociaux, collectifs, communautaires. C'est-à-dire sortir de la zone de confort dans laquelle on est et risquer la différence pour sortir de cette géopolitique bipolaire du centre et de la périphérie. Et là, je voudrais reprendre un écrivain franco-libanais, peut-être vous le connaissez, Amin Malouf, qui a écrit ce livre qui s'appelle Les identités meurtrières et qui dit... Je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas ici, excusez. Lui, il dit « Les identités deviennent ou peuvent devenir meurtrières lorsqu'elles sont conçues de manière tribale. Quand elles opposent le nous aux autres et vont favoriser une attitude partiale et intolérante, exclusive et excluante de l'identité. » C'est ce qu'on voit un peu partout, justement, non, dans l'actualité, ces explosions de rage en Europe. Hein? C'est vraiment cette impasse entre ce nous et ces autres qui ne réussissent pas vraiment à trouver le dialogue, je pense. Et puis, justement, le livre de Malouf fait référence à ça. Alors, le grand problème, je pense, est que les narratifs ne sont pas construites par et depuis la diversité. Et je veux revenir à mon exemple du 375e anniversaire de la... Je suis désolée, hein, je ne veux pas être comme la que echa a perder la fiesta, comme on dit ça en français, celle qui gâchit la fête. Après ça, on va tous sortir. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui veulent prier la Vous êtes dans la bonne place. Mais je ne veux pas... Mais ce qui est important pour moi de faire sortir ici, dans cette idée de la pratique, c'est de questionner qui sont les personnes qui sont en train de construire ces rhétoriques, ces discours. Le problème, c'est que la différence, les autres, ne sont pas en fait les constructeurs de ce débat, ne sont pas ceux qui sont en train de construire ces rhétoriques. Non? C'est un peu comme si on disait dans le 350e, et l'annonce qui est arrivée, c'est comme si on disait, bon, allez, ok, attention, on va parler de vous, vous inquiétez pas, on va vous inclure, vous êtes dans les programmes, taisez-vous, on parle de vous. Et nous, on dit, mais laisse-moi parler, je ne veux pas que tu parles de moi, je ne veux pas que tu parles pour moi, je veux parler, entends-moi, non? Et c'est là où je trouve que le silence duquel tu parles, c'est important. Silence, écoute-moi, je veux parler. Et je pense que justement, nous sommes dans un moment où ce silence est nécessaire, ce silence est fondamental. Je voudrais juste... j'avais mis ici justement un autre exemple que je trouvais très intéressant, c'est la semaine passée, ou il y a 2 semaines, le 13 mai, il y a eu un autre éclatement de ce genre, de ce débat, de cette thématique. Moi, je suis fascinée chaque fois qu'il y en a un éclatement comme ça. Je trouve génial de voir les réactions et de comprendre quels sont le background, les échanges qui se entament. Et la dernière, c'est celui de Olivier Chaumière, donc un dramaturge québécois, dans le journal Le Devoir,
première page qui dit « La diversité comme sujet ne m'intéresse pas ». Oh, je lis ça, je dis « Waouh, qu'est-ce que cela veut dire ?» Attention. Donc, il disait qu'en fait, il en avait marre de voir des pièces sur l'Asie, par exemple, représentées par des Blancs ou un Noir seulement jouer des rôles d'esclaves ou des Métis jouer des rôles de colonisés. Non ? Je veux voir, il disait, je veux voir des artistes noirs qui peuvent jouer whatever. Non ? Et je trouvais ça très intéressant. Et il disait, alors là où je diffère avec lui, c'est qu'il dit la diversité comme sujet ne m'intéresse pas. La diversité, c'est un sujet qui devrait, en fait, non, qui risque bien vite de se retrouver dans un certain abécédaire, que de disparaître. Ce débat-là. C'est là où moi je pense que le sujet de la diversité, peut-être le terme n'est plus le bon, et peut-être qu'effectivement il faut penser à d'autres, réfléchir à d'autres termes, mais ce que je trouve que c'est fondamental, c'est que dans une société multiculturelle ou interculturelle, c'est indispensable que ce sujet soit toujours sur la table. C'est comme le sujet de la diversité de genre, comme l'inclusion du genre, non ? Ou comme bien d'autres sujets reliés aux minorités ou aux subordonnés. Ce sont des sujets qui doivent être tout le temps sur la table. Donc voilà un peu mon différend avec Olivier. Et je voudrais juste conclure ma présentation en présentant depuis ma perspective personnelle, pas en tant que commissaire, mais plus comme migrante et comme citoyenne. Je voudrais présenter le travail qu'on fait d'un collectif qui s'appelle El Enredo, l'entanglement, le enchevêtrement, The Entanglement. C'est un collectif de femmes migrantes ou pas, parce qu'en fait on est quand même, c'est ça l'idée, c'est être ouvert à la diversité, à ce qui veut entreprendre le dialogue. Et c'est un collectif que justement on s'est donné comme objectif de parler de ce genre de sujet. C'est-à-dire de repenser les frontières culturelles et ethniques qui visent à faire s'entendre en tant qu'émetteur plus que comme récepteur de discours. Et qui surtout va baser sa pratique, on base notre pratique sur des stratégies de participation, de sensibilisation, de rapprochement. On se base vraiment sur l'idée de l'art comme un état de rencontre. Non ? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Moi je parle et puis en fait je n'aime pas ça. Peut-être que tout à l'heure. Alors je voudrais juste vous présenter pour finir 2 petits exemples de ce que nous faisons. En 2002 par exemple, c'était très intéressant. Moi, je n'étais pas encore là avec ce groupe. En fait, peut-être avant que je parle des œuvres, il faut que je dise que ce groupe a surgi d'une façon très spontanée, très organique, dans le sens que ce sont des amis, des femmes seules, je veux dire, non pas seules, des femmes immigrantes qui se trouvent dans une vision de solitude sociale, disons, de problèmes d'insertion, qu'on ne trouve pas du travail, qu'on a du mal à s'insérer, à faire comprendre notre pratique, à nous faire écouter, qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on fait. Et donc du coup, c'est un groupe qui est vraiment surgi dans cette nécessité de nous faire comprendre, de nous faire connaître, de nous appuyer, de nous accompagner socialement. Beaucoup d'entre nous, on est des mamans. Et donc du coup, ça faisait aussi une sorte de réseau de maternité, de nous aider, un groupe aussi intergénérationnel. Donc on voulait parler des féminicides au Mexique, qui est un sujet important dans l'actualité, mais aussi des féminicides des autochtones ici. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a invité les gens à passer justement à l'altar, à l'hôtel, et à créer des choses pour les mettre dans cet hôtel-là. À créer des choses, des images, des petites figurines ou n'importe quoi. En fait, les gens étaient invités à venir, à passer, à tchatcher un petit moment, à discuter, à parler sur le sujet.
et juste en faire présence, créer des liens. Donc voilà 2 exemples du groupe. Et maintenant, pour conclure de vrai, quand je préparais cette discussion, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette image, qui est pour nous, dans l'Amérique latine, une image iconique du discours du décolonialisme. C'est un artiste uruguayen qui s'appelle Joaquín Torres Garcia, qui a fait cette image en 1943 et qui s'appelle América Invertida, l'Amérique inversée. Donc ce qu'il fait, ce que nous voyons, c'est une carte dans laquelle le sud est placé dans le nord. Pour moi, c'est une image très forte parce qu'à ce moment-là, ça voulait revendiquer un peu la position de l'art latino-américain dans le contexte international, dans le contexte global. Et lui, il disait, avec cette image, il ne faut pas oublier que notre nord, notre direction, notre nord dans le sens de notre direction, est dans le sud. Non ? Et en réfléchissant à tout ce débat, moi je pensais que c'était intéressant de ressortir cette image et de discuter quel est notre nord dans l'actualité, quelle est la place, surtout du Québec dans ce débat de pan-latinisation, si on veut dire, dans cette image de ce rapport ou de ces ponts qu'on construit entre le nord et le sud. Quel est le rôle que le Québec contemporain, quel est le rôle que les médias, que les artistes, que les commissaires, que les institutions, que nous tous ici comme public voulons entamer dans le futur. Donc voilà, merci. Je